Septembre 1982, Bayonne, dans le sud-ouest de la France. Les machines s'arrêtent, les portes se ferment, une usine entière bascule dans le silence. La manufacture d'armes de Bayonne, mondialement connue sous les 3 lettres MAB, vient d'être définitivement liquidée. Pendant plus de 60 ans, cet établissement a forgé l'acier de la sécurité française. Des centaines de milliers de pistolets sont sortis de ces ateliers basques. Ils ont armé la police nationale, les brigades des douanes, les convoyeurs de la Banque de France et les administrations de l'État. Les estimations historiques suggèrent une production globale dépassant le million d'armes. Pourtant, en ce mois de septembre, tout disparaît. L'outillage industriel est vendu, les archives de production sont dispersées et des générations d'ouvriers armuriers rentrent chez eux. En quelques jours, le nom de Bayonne est effacé de la carte industrielle de l'armement. Ce silence est un paradoxe absolu. 2 décennies plus tôt, ce même nom représentait exactement l'inverse, l'audace technologique et l'innovation privée. Dans les années 1960, la MAB avait stupéfié les commissions en concevant le PA-15, l'un des premiers pistolets au monde, doté d'une capacité de 15 coups. Un modèle pensé à Bayonne, adopté par certaines unités d'élite et exporté à l'international, bien avant que ce standard ne devienne une norme mondiale. L'usine ne manquait ni d'ingénieurs, ni de brevets, ni de savoir-faire technique. Mais la véritable histoire de la MAB n'est pas seulement celle d'une usine qui ferme, c'est l'histoire d'une lutte inégale. C'est le récit d'une manufacture privée française essayant de survivre face au monopole écrasant des arsenaux d'État, aux rigidités d'une doctrine administrative inflexible et au bouleversement économique des années 1970. L'objet fonctionnait encore. Le système qui devait le soutenir, lui, disparaissait. Chaque semaine, nous racontons l'histoire des armes françaises, des manufactures, des arsenaux et des décisions industrielles qui ont façonné l'armée, la police, la chasse et la mémoire nationale, et ce qui s'est passé lorsque l'époque a changé. Abonnez-vous si cette histoire vous parle. L'histoire ne commence pas par la nostalgie de sa fermeture, mais par un lieu précis, à Bayonne, en 1921. En 1921, la France portait encore le lourd deuil de la Première Guerre mondiale, et son immense complexe militaro-industriel cherchait sa nouvelle place en temps de paix. Les grandes manufactures d'État, comme la manufacture d'armes de Saint-Étienne, la manufacture d'armes de Châtellerault ou celle de Tulle, étaient des mastodontes institutionnels conçus pour forger des millions de fusils réglementaires et de mitrailleuses. Elles étaient les forges inébranlables de la République, financées par le ministère de la Guerre, destinées à équiper des armées entières sur des fronts gigantesques. Mais en dehors des tranchées, dans les villes et aux frontières, le pays faisait face à un vide industriel flagrant. La police française, les brigades des douanes et les administrations civiles manquaient cruellement d'une arme de dotation spécifique. Avant l'apparition de la manufacture d'armes de Bayonne, un policier en patrouille dans les rues de Paris ou de Marseille devait souvent se contenter de vieux revolvers d'ordonnance, modèle 1892, lourds, encombrants et inadaptés au port discret. D'autres fonctionnaires achetaient sur leur propre denier de petits pistolets espagnols de type Ruby, importés massivement pendant le conflit mondial, pour pallier l'urgence, mais dont la qualité de l'acier et l'usinage restaient profondément inégaux. Il n'y avait pas de véritable standard national pour les civils ou l'administration. Il n'y avait pas d'armes de poing modernes, compactes, fiables et fabriquées sur le sol français, qui soient spécifiquement pensées pour le travail quotidien des forces de l'ordre. C'est pour combler cette absence précise que Léon Barthe fonda son entreprise en 1921 à Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le choix géographique de cette ville n'avait rien d'un hasard. Située à quelques dizaines de kilomètres de la frontière espagnole, Bayonne bénéficiait de la proximité immédiate d'Eibar, le grand bassin armurier basque où d'innombrables ateliers produisaient des armes depuis des décennies. Léon Barthe comprit qu'il pouvait attirer ce savoir-faire mécanique transfrontalier tout en imposant une exigence de qualité strictement française, avec une métallurgie rigoureuse et des contrôles constants sur les lignes d'assemblage. Mais dès le premier jour, la MAB naquit avec un handicap structurel majeur. Contrairement à Châtellerault ou Tulle, elle était une entreprise entièrement privée. Chaque machine-outil achetée, chaque ouvrier spécialisé embauché, chaque mètre carré d'atelier financé
reposait sur des capitaux personnels. La manufacture d'armes de Bayonne ne bénéficiait d'aucun programme d'armement officiel, un processus institutionnel visant à définir, tester et acheter une arme par l'État par le biais de subventions massives pour garantir sa survie financière. La force des coûts industriels et de l'outillage pesait lourdement sur ses épaules de fondateur. Si un prototype échouait ou si les ventes chutaient, l'usine risquait la faillite immédiate. Pour survivre face au monopole budgétaire écrasant des manufactures nationales, la MAB devait être techniquement irréprochable et commercialement beaucoup plus agile. Les tout premiers modèles usinés dans les ateliers bayonnais, les MAB modèle A et modèle B, visaient presque exclusivement le marché civil. Le pistolet, une arme de poing dont le fonctionnement peut être manuel, semi-automatique ou autre selon l'époque, devenait alors l'objet de défense par excellence. Ces armes de poche utilisaient un calibre de 6,35 mm, une mesure associée au diamètre du projectile, ce qui les rendait idéales pour être dissimulées dans un vêtement. La MAB adopta d'emblée un mécanisme semi-automatique, un système historique où l'arme recharge automatiquement après un tir, expulsant l'étui vide pour introduire une nouvelle cartouche sans intervention humaine. Sur les établis de Bayonne, les ouvriers ajustèrent les pièces à la main avec une précision qui allait rapidement forger la réputation de la marque. La culasse, la partie qui ferme l'arrière de la chambre au moment du tir, était polie et ajustée pour garantir un fonctionnement sans accroc, même après des mois de port dans une poche poussiéreuse. Cependant, les archives industrielles disponibles suggèrent que Léon Barthes ne voulait pas se limiter éternellement au marché instable des petits calibres civils. Pour sécuriser l'avenir de l'usine, il fallait impérativement décrocher des contrats administratifs réguliers. Il fallait concevoir une véritable arme de service. L'attribution officielle d'une arme à une unité ou une administration pour le maintien de l'ordre. Cette ambition industrielle prit d'abord forme avec la création du MAB Modèle C, puis atteignit sa pleine maturité en 1933, avec le lancement du légendaire MAB Modèle D, chambré en calibre 7,65 mm Browning. Cette arme allait radicalement transformer la modeste usine de Bayonne en une véritable manufacture d'envergure nationale. Fortement inspiré des concepts de John Moses Browning, le Modèle D fut brillamment adapté aux capacités de production et aux exigences institutionnelles françaises. Son chargeur, un dispositif amovible qui contient les cartouches et les présente au mécanisme, offrait une capacité de 9 coups, ce qui représentait un avantage tactique majeur face au traditionnel revolver à 6 coups de la fin du siècle précédent. Le boîtier de culasse, la structure centrale qui reçoit les principaux éléments mécaniques de l'arme, était usiné dans un acier d'excellente qualité, pensé pour résister à des décennies de manipulation quotidienne dans des étuis en cuir. L'accueil institutionnel fut immédiat, massif et inespéré. Sans avoir à affronter la bureaucratie de la doctrine militaire stricte des ministères parisiens, cette lenteur administrative qui paralysait souvent les innovations des arsenaux, la MAB réussit à séduire les administrations civiles par la vente directe. La Banque de France adopta officiellement le modèle D pour armer l'ensemble de ses convoyeurs de fonds, cherchant une arme robuste et rassurante face au banditisme naissant. Les douanes françaises suivirent rapidement le mouvement, équipant leurs agents frontaliers avec ces pistolets frappés du sceau de Bayonne. Dans des centaines de commissariats à travers tout le pays, le pistolet basque remplaça silencieusement les vieilles armes hétéroclites, devenant la silhouette incontournable du maintien de l'ordre à la française. À la fin des années 1930, la MAB était devenue un rouage essentiel de l'État, sans jamais appartenir financièrement à l'État. L'usine de Bayonne employait des centaines d'ouvriers spécialisés et sortait des milliers d'armes de ses chaînes de montage chaque mois. Elle avait prouvé d'une manière incontestable qu'une manufacture privée pouvait standardiser l'équipement des forces de l'ordre françaises, créant un empire industriel autonome et parallèle à celui des arsenaux nationaux. Les marquages MAB sur le métal garantissaient une fiabilité absolue à des générations de fonctionnaires. L'arme avait trouvé sa place parfaite, mais le système commercial et administratif qui devait la soutenir à long terme allait bientôt entrer en collision avec les exigences brutales de la standardisation d'après-guerre et l'ombre gigantesque de l'armée. La véritable percée de la manufacture d'armes de Bayonne ne s'est pas déroulée sur un champ de bataille boueux,
mais dans les couloirs administratifs et les commissariats étriqués de la Troisième République. Au milieu des années 1930, l'État français faisait face à un dilemme logistique massif. Les grandes manufactures nationales, obnubilées par le réarmement militaire face à la menace européenne et concentrées sur les lignes de front, n'avaient ni le temps ni les budgets pour concevoir une arme spécifique destinée aux forces de l'ordre civil. C'est précisément dans cette faille institutionnelle et doctrinale que le MAB Model D s'est engouffré, transformant une modeste entreprise basque en un pilier incontournable de la sécurité publique française. Physiquement, le MAB Model D dégageait une impression de robustesse immédiate. Contrairement aux revolvers d'ordonnance vieillissants, souvent trop lourds ou mal équilibrés pour un service quotidien urbain, il offrait une silhouette moderne, plate et profilée, parfaitement adaptée au port discret sous un uniforme ou un manteau d'inspecteur. Le canon, le tube par lequel le projectile se déplace avant de sortir de l'arme, mesurait un peu plus de 10 cm, offrant un compromis idéal entre la précision requise à courte distance et la compacité nécessaire pour les patrouilles. Mais la véritable force de l'arme résidait dans sa mécanique interne. L'arme fonctionnait selon le principe historique de la culasse non calée. Dans ce système simple, l'inertie de la culasse, la lourde pièce mobile en acier qui ferme l'arrière de la chambre, au moment du tir, couplée à la résistance d'un ressort récupérateur, suffisait à absorber l'énergie du recul généré par la cartouche. Sur le plan industriel, ce choix technique était brillant. Il éliminait le besoin de mécanismes de verrouillage complexes. Pour la manufacture de Bayonne, cela signifiait une réduction drastique du temps d'usinage et des coûts de production. Pour un policier ou un douanier qui ne tirait que très rarement, mais qui portait son arme tous les jours sous la pluie, dans le froid ou la poussière des rues, cette simplicité mécanique était une garantie absolue de fiabilité. Le problème de l'équipement des forces de l'ordre n'était pas seulement une question de létalité, c'était une question de maintenance budgétaire. La décision des administrations de se tourner vers Bayonne n'était pas qu'un simple choix technique. C'était un aveu implicite que les arsenaux de l'État ne pouvaient pas fournir une arme aussi bien finie, à un prix aussi compétitif, dans des délais aussi courts. Sur les lignes de montage de Bayonne, la production prenait une ampleur inédite. Chaque boîtier de culasse, la structure centrale usinée dans la masse qui recevait les principaux éléments mécaniques de l'arme, passait entre les mains d'ajusteurs qualifiés. L'usine bayonnaise avait mis en place des standards de contrôle de qualité et d'inspection qui rivalisaient ouvertement avec ceux des grandes manufactures d'État. Le chargeur, ce dispositif amovible en tôle emboutie qui contient les cartouches et les présente au mécanisme central, pouvait emporter 9 munitions de calibre 7 EDU 165 mm Browning. Dans le contexte des années 1930, posséder 9 coups prêts à être tirés en mode semi-automatique, un système où chaque pression sur la détente déclenche un tir et le rechargement automatique de la munition suivante, donnait un avantage matériel décisif aux forces de l'ordre face à une criminalité en pleine mutation. Le mécanisme interne de la MAB reflétait cette philosophie de l'endurance. La détente, la pièce que le tireur presse pour déclencher le tir, était connectée à un système de percussion robuste. De nombreux modèles faisaient confiance à un système où un chien, une pièce mobile activée par ressort, venait frapper le percuteur, cette petite tige d'acier chargée de percuter l'amorce de la cartouche pour enflammer la poudre. Dans les rapports d'armurerie des ministères, les techniciens de la police notaient que l'entretien de ces pièces demandait un effort minimal. L'État n'avait pas à financer de longues formations techniques pour ses agents. L'arme se nettoyait simplement, se stockait facilement et pardonnait les inévitables négligences administratives. L'adoption du MAB Model D s'est propagée comme une onde de choc silencieuse à travers les institutions françaises. La Banque de France fut parmi les premières grandes entités à officialiser son adoption pour équiper l'ensemble de ses convoyeurs de fonds. Les brigades des douanes suivirent, cherchant une arme fiable pour les longues gardes nocturnes sur les frontières terrestres et maritimes. Dans les armureries départementales, le pistolet basque remplaçait peu à peu les armes obsolètes. Le marquage MAB devenait la signature d'un monopole civil de fait. Pourtant, cette perfection industrielle allait attirer une attention beaucoup plus sombre. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata et que la France fut occupée en 1940, l'usine de Bayonne ne ferma pas.
L'outil industriel était si performant que les forces d'occupation réquisitionnèrent immédiatement la manufacture. Entre 1940 et 1944, des dizaines de milliers de pistolets MAB furent produits sous contrôle allemand, frappés de poinçons étrangers pour équiper les troupes d'occupation et les forces de police de Vichy. C'est l'un des paradoxes les plus amers de l'histoire industrielle armurière. La fiabilité d'une conception française s'est retournée contre la nation, transformant l'usine en une machine de production de guerre malgré elle. À la Libération, les institutions policières françaises devaient être entièrement réarmées. Les arsenaux d'État étaient en ruine ou totalement accaparés par la reconstruction de l'armée. Une fois de plus, la MAB de Bayonne, redevenue française, se présenta comme la seule solution industrielle viable. Des commandes massives tombèrent de la part de la police nationale, de la gendarmerie et des douanes. Le pistolet basque était partout. La manufacture d'armes de Bayonne avait réussi l'impossible. Imposer un produit privé au cœur de l'appareil d'État. L'arme avait trouvé sa place, omniprésente dans les étuis en cuir de toute la République. Mais cette domination institutionnelle reposait sur une fondation extrêmement fragile. La tolérance temporaire d'un État qui n'avait pas encore eu le temps de reconstruire son propre monopole. Dans les années 1950 et au début des années 1960, la manufacture d'armes de Bayonne a atteint ce que l'on pourrait définir comme son âge d'or industriel. Sur les rives de l'Adour, les ateliers fonctionnaient à plein régime. Des centaines d'ouvriers, de fraiseurs et d'ajusteurs franchissaient chaque matin les portes de l'usine pour produire les milliers d'armes requises par les administrations françaises. Le MAB Modèle D était devenu une évidence institutionnelle. Dans les couloirs de la police nationale, dans les armureries de la gendarmerie et dans les coffres de la Banque de France, le pistolet basque régnait en maître absolu. Les carnets de commandes de l'entreprise semblaient inépuisables, soutenus par un besoin constant de renouvellement des dotations civiles. La MAB avait prouvé qu'une manufacture privée pouvait équiper l'État avec une rigueur digne des plus grands arsenaux. Mais la direction de Bayonne comprenait parfaitement la fragilité de cette situation. Le marché des forces de l'ordre civil et des douanes, bien que lucratif, présentait des limites structurelles. Pour garantir l'avenir à long terme d'une usine d'armement de cette envergure, il fallait impérativement décrocher le contrat ultime, celui qui assurait des décennies de production continue et des subventions indirectes, le marché de l'armée de terre. Or, la porte des ministères parisiens était lourdement verrouillée par une réalité institutionnelle impitoyable. Dans l'immédiat après-guerre, le ministère de la Guerre avait commandé et adopté le pistolet Mac 50, une arme robuste conçue et fabriquée par la toute-puissante manufacture d'armes de Châtellerault, puis par celle de Saint-Étienne. Le Mac 50 était l'arme réglementaire par excellence, le fruit du système étatique acheté par l'État pour l'État. Face à ce monopole budgétaire écrasant, une entreprise privée n'avait aucune chance de s'imposer en proposant simplement une arme équivalente. Pour briser le mur des commissions d'armement, la MAB devait créer un choc technologique. Elle devait concevoir un pistolet si avancé, si supérieur aux standards des arsenaux nationaux, que l'armée ne pourrait pas l'ignorer. C'est de cette ambition démesurée qu'allait naître, en 1966, l'un des pistolets les plus novateurs de l'histoire industrielle française, le MAB PA-15. Les ingénieurs de Bayonne savaient que pour intéresser l'armée moderne, ils devaient abandonner les petits calibres policiers et adopter la puissante munition de 9 mm Parabellum, devenue le standard des affrontements militaires. Mais la véritable révolution du PA-15 ne résidait pas dans son calibre. Elle se trouvait dans son nom même, pistolet automatique 15 coups. Dans le vocabulaire armurier français de l'époque, le terme automatique, bien qu'il désigne techniquement une arme capable de tirer en rafale, était couramment utilisé pour décrire les pistolets semi-automatiques se rechargeant d'eux-mêmes après chaque tir. Le chiffre 15, en revanche, constituait un véritable séisme balistique. À une époque où le Mac 50 des militaires français et le célèbre Colt 1911 américain peinaient à emporter respectivement 9 et 7 cartouches, la MAB intégrait un chargeur, ce boîtier métallique amovible inséré dans la poignée, capable de contenir 15 munitions. C'était une capacité de feu phénoménale, presque le double de l'arme de service de l'État.
Le pistolet bâillonné anticipait de plus d'une décennie la mode mondiale des pistolets à grande capacité qui allait déferler dans les années 1980. Cependant, tirer 15 cartouches de 9 mm dans une cadence rapide exigeait de repenser entièrement la mécanique. La MAB ne pouvait plus se contenter du mécanisme simple de ses anciens modèles policiers. Les ingénieurs basques mirent alors au point un système complexe et brillant d'ouverture retardée par rotation. Le canon, le long tube d'acier guidant le projectile, n'était pas fixe. Lors du départ du coup, il pivotait sur lui-même. Ce mouvement rotatif millimétré permettait d'absorber la pression colossale générée par l'explosion de la cartouche, retardant d'une fraction de seconde le recul de la culasse. La lourde pièce mobile chargée d'extraire la douille vide. Sur les bancs d'essai, ce mécanisme s'avérait d'une précision redoutable. Le boîtier de culasse, forgé dans un acier d'une résistance exceptionnelle, témoignait du savoir-faire absolu des métallurgistes de Bayonne. La présentation du PA-15 fit l'effet d'une onde de choc dans le monde feutré de l'armement. Les essais démontrèrent une fiabilité remarquable et une précision que de nombreux modèles étatiques peinaient à égaler. L'usine de Bayonne tourna à plein régime pour produire les premières séries. Des contrats d'exportation commencèrent à affluer. Les gardes-frontières finlandais, impressionnés par la résistance de l'arme au froid extrême, en commandèrent des lots significatifs. Plusieurs pays africains adoptèrent le PA-15 pour leurs forces armées. En France, bien que l'armée régulière restât attachée à son MAX 50 par fidélité institutionnelle, certaines unités de pointe, des services de renseignement et des unités d'intervention spécifiques reconnurent la supériorité tactique des 15 coups de la MAB et l'intégrèrent dans leurs armureries secrètes. Dans les ateliers de Bayonne, l'optimisme était à son comble. La manufacture privée avait prouvé qu'elle pouvait non seulement égaler, mais surpasser l'innovation technique des plus grands arsenaux d'État. L'objet fonctionnait à la perfection. Le carnet de commandes semblait prometteur, mais ce triomphe d'ingénierie masquait d'une faille redoutable. Le PA-15 était un chef-d'œuvre mécanique, mais il s'apprêtait à affronter un ennemi que l'acier basque ne pouvait pas vaincre, la froide logique budgétaire d'un État qui commençait déjà à changer d'époque. Au début des années 1970, l'usine de la manufacture d'armes de Bayonne représentait l'un des pôles d'excellence mécanique les plus aboutis du sud-ouest de la France. Les machines-outils bourdonnaient sans relâche, usinant l'acier massif pour donner naissance au PA-15. Chaque carcasse, chaque boîtier de culasse était méticuleusement vérifié par des ouvriers qui portaient en eux des décennies de tradition armurière basque. L'entreprise avait atteint une dimension internationale. Les catalogues de vente s'exportaient bien au-delà des frontières européennes. La MAB ne se contentait plus d'armer les douaniers ou les convoyeurs de la Banque de France avec de petits calibres de poche. Elle proposait désormais une arme de poing capable de rivaliser avec les plus grands noms de l'industrie mondiale, comme le légendaire Browning High Power de la FN Herstal belge. Le succès d'estime fut foudroyant. Dans les stands d'essai et les salons d'armement, le pistolet bâillonné forçait le respect. Sa capacité de 15 cartouches et son système de recul, retardé par canon rotatif, constituaient une véritable vitrine technologique. L'adoption internationale fut réelle, bien qu'elle se fît souvent en marge des grands blocs institutionnels. En Finlande, les gardes-frontières trouvèrent dans le PA-15 une arme capable de résister aux conditions climatiques les plus extrêmes sans s'enrayer. Dans plusieurs pays du continent africain, l'arme devint une dotation de prestige pour les officiers et les unités d'intervention rapide. En France même, l'armée de l'air, les forces de sécurité de l'énergie atomique et certaines unités spécialisées de la gendarmerie nationale passèrent des commandes discrètes, reconnaissant que la puissance de feu de la manufacture privée surpassait largement celle de l'armement militaire standard. Mais c'est précisément ici, au sommet apparent de sa gloire industrielle, que le drame structurel de la MAB se nouait. Le problème n'était pas la qualité technique du PA-15. Le problème était la doctrine d'État. Malgré des essais militaires extrêmement prometteurs, la Grande Commission d'armement du ministère de la Défense à Paris refusa d'adopter massivement le PA-15 comme nouvelle arme réglementaire globale pour remplacer le MAX 50. Ce refus brutal n'était pas basé sur des critères balistiques ou des défaillances mécaniques, mais sur une réalité purement bureaucratique et financière. L'État français avait déjà investi des sommes colossales
dans l'outillage de la manufacture d'armes de Saint-Étienne et celle de Châtellerault pour produire, entretenir et standardiser le MAC 50. Abandonner cet investissement logistique massif pour acheter une arme à une entreprise privée, même si elle offrait d'une capacité de 15 coups au lieu de 9, était budgétairement impensable pour une armée de conscription où le pistolet restait, selon la doctrine de l'époque, une arme strictement secondaire. Les généraux français considéraient que le fantassin n'avait pas besoin d'un pistolet à grande capacité. Son outil principal de combat restait le fusil ou le pistolet mitrailleur. Pour la MAB, cette fin de non-recevoir institutionnel fut un coup d'arrêt invisible mais industriellement mortel. L'usine avait dimensionné ses investissements, ses recherches et ses nouvelles machines dans l'espoir absolu de décrocher ce contrat étatique gigantesque, le seul véritablement capable de garantir une stabilité financière inébranlable sur 20 ans. Privée du parapluie protecteur du ministère de la Défense et du système des grands arsenaux, l'entreprise privée se retrouvait dramatiquement seule face à un marché mondial impitoyable. Sur le papier, la manufacture tournait encore à plein régime. Les ouvriers embauchaient tous les matins. Le marquage MAB Bayonne n'avait jamais été aussi prestigieux ni aussi respecté. L'objet fonctionnait avec une perfection mécanique redoutable. Mais le système qui aurait dû le rendre éternel et invincible lui avait tourné le dos. Ce succès d'ingénierie ne fermait pas la question de la survie industrielle. Il l'agrandissait. La chute de la manufacture d'armes de Bayonne ne fut pas provoquée par un effondrement soudain de la qualité de son acier, ni par un défaut de fabrication. Elle fut l'illustration tragique et méthodique de ce qui se produit lorsqu'une usine d'armement privée se retrouve prise au piège entre la rigidité d'une doctrine d'État et l'augmentation implacable de la réalité économique mondiale. Au milieu des années 1970, l'enthousiasme généré par les prouesses techniques du PA-15 commença à se dissiper face à des bilans comptables d'une froideur mathématique. Le point de rupture n'était pas balistique, il était fondamentalement structurel. Le premier pilier à vaciller fut paradoxalement celui qui avait fait la fortune et la renommée de la MAB, le marché intérieur des administrations civiles. Pendant près de 40 ans, le modèle D en calibre 7,65 mm, une mesure associée au diamètre modeste du projectile, pensé pour un recul maîtrisé, avait été l'arme de poing incontestée de la police, des douanes et de la Banque de France. Mais ces immenses institutions étatiques avaient fini par saturer leurs propres armureries. Le pistolet basque avait été conçu pour résister au temps et il tenait sa promesse avec une efficacité redoutable. Une arme robuste, dont le mécanisme simplissime s'usait peu malgré les décennies de service, n'avait tout simplement pas besoin d'être remplacée. Les étuis en cuir des policiers étaient pleins. Les commandes de renouvellement de l'État, autrefois le poumon financier de l'usine, se firent soudainement rares. La manufacture d'armes de Bayonne devenait la première victime de sa propre longévité industrielle. De plus, la force 2 du système français, la doctrine institutionnelle et la lenteur administrative, commençaient à opérer. Face à la montée d'une criminalité mieux organisée et plus lourdement équipée dans les années 1970, l'ancien standard de 7,65 mm commençait à être perçu comme obsolète par les forces de l'ordre. Les rapports ministériels suggéraient une transition indispensable vers la puissance supérieure du 9 mm Parabellum. Mais les budgets de la place Beauvau étaient serrés et les processus d'adoption, la longue séquence de tests, de commissions et de décisions budgétaires visant à intégrer officiellement un nouveau modèle dans les rangs, s'étiraient sur des années. L'administration parisienne prenait son temps, la manufacture basque, elle, voyait ses réserves fondre. L'ironie historique s'accentua en 1973 avec l'apparition d'un nouveau rival, lui aussi français, mais issu d'une autre logique. Alors que la MAB espérait imposer ses modèles de 9 mm, la police nationale et les toutes nouvelles unités d'intervention, comme le GIGN, se tournèrent vers le revolver. Une arme de poing classique utilisant un barillet cylindrique pour contenir les munitions. Le choix de l'État pour ces unités de pointe se porta sur le Manhurin MR73, fabriqué en Alsace. La doctrine française de l'époque opérait un retour institutionnel vers le revolver pour ses services d'élite, privilégiant la précision absolue de la manufacture de Mulhouse plutôt que les pistolets automatiques de la côte atlantique.
Le nom de Mannerheim éclipsait soudainement celui de la MAB. La manufacture de Bayonne ne faisait plus rêver les commissions. Privée de l'oxygène vital des grands contrats nationaux, la MAB tenta désespérément de se maintenir à flot grâce aux exportations. Le PA15 trouva un certain écho sur les marchés étrangers, notamment en Afrique, où de jeunes États cherchaient à s'équiper rapidement. Mais la force 4 de l'industrie militaire, la concurrence étrangère et la standardisation mondiale, frappa sans pitié. Le marché international était inondé par des millions d'armes excédentaires de la guerre froide. Face aux pistolets soviétiques distribués pour des raisons géopolitiques, ou face à la redoutable machine commerciale de la Fabrique nationale de Herstal en Belgique, le produit bayonnais apparaissait comme un matériel trop coûteux. Les ingénieurs français avaient conçu une arme magnifique, mais la logique des blocs géopolitiques anéantissait ses chances de rentabilité. En interne, le poids de la force 1, les coûts de l'outillage, de l'acier et de la main-d'œuvre devenaient insoutenables. Contrairement aux grandes manufactures nationales de Châtellerault ou de Tulle, Bayonne ne pouvait pas compter sur le trésor public pour absorber des années de ralentissement de production. Forger des boîtiers de culasse massifs nécessitait un savoir-faire humain irremplaçable. Avec la flambée du coût des matières premières lors du premier choc pétrolier, maintenir un parc de machines-outils de cette envergure exigeait des volumes de production que l'usine n'atteignait plus. Pour tenter d'inverser la tendance, la MAB développa le PA8. Conscient que la taille imposante du PA15 ne convenait pas au port discret des inspecteurs en civil, le bureau d'études créa une version plus compacte, conçue pour n'emporter que 8 cartouches, l'ensemble unissant l'étui, l'amorce, la poudre et le projectile. Sur le papier, c'était le compromis espéré. Mais le PA8 arriva sur un marché saturé par l'apparition des platines à double action venues d'Allemagne, un système où une simple pression sur la détente suffisait à armer le mécanisme et déclencher le tir sans manipulation préalable. Technologiquement distancée, l'offre de Bayonne ne séduisit pas. Les premiers signes de l'effondrement ne furent pas des faillites retentissantes, mais des abandons silencieux. Une commande d'exportation africaine annulée sans explication. Des stocks d'acier non utilisés. Sur les lignes d'assemblage, le rythme des fraiseuses ralentit. Des ouvriers expérimentés qui avaient passé leur existence à ajuster les canons prirent leur retraite et la direction prit la lourde décision de ne pas les remplacer. Les grands ateliers, autrefois vibrants du bruit de l'industrie souveraine, connurent des heures de silence inquiétant. Le prestigieux marquage de l'usine brillait encore sur le métal, mais l'outil de production se vidait de son énergie. La manufacture produisait encore. Mais l'époque qui l'avait rendue nécessaire reculait irrémédiablement. Avant même que la faillite ne devienne officielle, la direction de la manufacture d'armes de Bayonne tenta une dernière série de manœuvres désespérées pour sauver son outil de production. Comprenant que le marché militaire global lui échappait, le bureau d'études décida de cibler le marché civil, très spécifique des tireurs sportifs. C'était un domaine où la qualité mécanique primait sur les logiques de standardisation. Ce besoin étatique d'uniformiser l'équipement à bas coût. Les ingénieurs basques donnèrent ainsi naissance au MAB PA15 Match. Cette arme de tir de précision était équipée d'un canon rallongé, d'organes de visée micrométriques ajustables et d'une détente préparée avec un soin quasi artisanal. Sur les stands de tir à travers la France, le pistolet prouva que le savoir-faire des armuriers de Bayonne n'avait rien à envier aux illustres manufactures suisses ou allemandes. L'acier basque résistait à des milliers de coups sans la moindre déformation. Mais ce succès d'estime ne cachait pas la vérité économique. Vendre quelques centaines d'armes de compétition par an ne pouvait pas maintenir en vie un complexe industriel conçu pour produire des dizaines de milliers de pièces pour l'État. Le drame de Bayonne mettait en lumière une fracture profonde dans le système d'armement français. Les manufactures nationales de Saint-Étienne ou de Tulle commençaient elles aussi à souffrir cruellement de la baisse des commandes à la fin des années 1970. Cependant, lorsqu'un arsenal d'États accumulait des déficits, le ministère des Finances comblait les pertes par l'impôt pour préserver l'indépendance nationale. Lorsqu'une entreprise privée comme la MAB affrontait la crise pétrolière, l'inflation du prix des métaux et la baisse de la demande, elle devait absorber les chocs seule. La force 1, le coût implacable de la main-d'œuvre qualifiée et de l'outillage lourd, dévorait lentement la trésorerie de l'usine, sans aucun filet de sécurité gouvernementale. L'État, à Paris,
observait ce déclin avec une indifférence bureaucratique glaciale. Le ministère de la Défense n'intervint pas pour sauver les brevets du PA15 ou préserver le savoir-faire métallurgique des ingénieurs basques. En 1977, la MAB Exang chercha son salut à l'étranger. La Fabrique nationale de Herstal, FN, le géant belge incontesté de l'armement européen, entra au capital de l'entreprise française. Sur le papier, cette alliance ressemblait à un sauvetage providentiel. La FN Herstal possédait le réseau d'exportation qui manquait cruellement à Bayonne. Mais la force 5 de l'industrie, la logique de restructuration et d'absorption corporative, opérait déjà. L'investisseur belge n'était pas venu pour sauver la fierté de l'armurerie française. Il cherchait à rationaliser la production européenne et à utiliser l'usine basque comme une simple force d'appoint. Progressivement, la MAB fut réduite à un rôle de sous-traitant. Les ouvriers qualifiés, jadis fiers de concevoir et d'usiner de A à Z des pistolets novateurs, se retrouvèrent à produire des pièces détachées ou à assurer des assemblages mineurs. L'identité même de la manufacture se diluait. La révolution technologique mondiale acheva de marginaliser la production bayonnaise. À l'aube des années 1980, le monde de l'armement de poing basculait vers les platines à double action généralisée et l'utilisation massive d'alliages légers. L'usinage traditionnel dans des blocs d'acier massifs, qui faisait la réputation indestructible du boîtier de culasse de la MAB, était devenu un luxe industriel trop lourd et trop cher. Face aux modèles venus d'Allemagne de l'Ouest ou d'Autriche, qui allaient bientôt imposer de nouveaux standards, le PA15 apparaissait comme un magnifique dinosaure de l'ère de l'acier usiné. La FN Herstal, constatant que l'outil industriel bayonnais devenait obsolète face à ces impératifs mondiaux, décida finalement de se retirer. L'usine se retrouva isolée, lourdement endettée et coupée de tous ses marchés historiques. La police française ne commandait plus de modèle D. L'armée française n'avait jamais voulu signer de contrat global. Les douanes cherchaient d'autres fournisseurs. La manufacture d'armes de Bayonne était devenue un navire industriel gigantesque, échoué sur les rives de l'Adour, vidé de sa substance. L'année 1982 marqua le chapitre final de cette lente asphyxie. Les tentatives de rachat de la dernière chance, qu'elles proviennent d'investisseurs régionaux ou de coopératives ouvrières, se heurtèrent au mur du réalisme bancaire. Il n'y avait plus de place en France pour un fabricant privé d'armes de poing de cette envergure. L'âge d'or des armes de service forgées dans le sud-ouest était révolu. Le mois de septembre 1982 mit fin à tout. Le tribunal de commerce prononça la liquidation définitive. Les portes de la manufacture se fermèrent. Les grands ateliers furent vidés. Les machines-outils furent vendues aux enchères. Les stocks d'acier furent dispersés. Les archives techniques furent perdues ou détruites. Des centaines d'ouvriers rentrèrent chez eux. Les canons ne furent plus usinés. L'assemblage s'arrêta définitivement. Le nom de Bayonne disparut. L'usine n'était plus qu'un bâtiment vide. Le marquage restait lisible sur le métal. La promesse derrière ce nom s'éteignit. Le système ne protégeait plus l'objet. L'histoire industrielle de la ville devenait un silence total. La mort de la manufacture d'armes de Bayonne en 1982 ne fut pas suivie d'une résurrection miraculeuse. Contrairement à d'autres grands noms de l'industrie qui ont été rachetés pour leur prestige, les 3 lettres MAB ont été définitivement englouties par la réalité économique. Après la liquidation, quelques tentatives isolées ont bien cherché à relancer la production du PA15 sous d'autres appellations, en assemblant des pièces détachées sauvées in extremis de la faillite. Mais l'élan industriel était irrémédiablement brisé. Le nom appartenait désormais au passé. Le drame ne s'est pas limité à la vente des machines-outils. Avec la fermeture définitive, une grande partie des archives techniques, des plans d'usinage et des registres de production a été perdue ou dispersée. Ce silence documentaire a effacé des décennies de mémoire ouvrière, transformant l'histoire précise de la manufacture en un puzzle incomplet. Aujourd'hui, l'héritage de Bayonne ne vit plus sur les chaînes de montage, mais dans le monde méticuleux de la préservation historique. Dans les coffres des collectionneurs français et internationaux, le PA15 et le modèle D sont devenus des artefacts essentiels. Ces passionnés d'histoire industrielle tractent les modèles aux poinçons spécifiques, cherchant à reconstruire la chronologie des différentes séries que les registres officiels ne peuvent plus certifier. Chaque arme raconte une fraction de l'histoire nationale,
Un modèle D d'avant-guerre illustre la naissance de la police civile moderne. Un modèle portant des aigles d'inspection témoigne de la sombre période où l'usine fut réquisitionnée par l'occupant. Et un marquage des douanes d'après-guerre raconte la reconstruction de l'État. Dans les musées et jusque sur les pas de tir sportifs lors des compétitions de tir aux armes réglementaires, il n'est pas rare de voir réapparaître le légendaire PA-15 Match. L'arme prouve, décennie après décennie, que l'acier basque possédait une qualité balistique intemporelle. Le canon, le tube usiné qui donne sa précision au projectile, garde ses rayures. Ces rainures internes qui stabilisent la trajectoire du tir, intactes même après des milliers d'utilisations. Historiquement, la MAB n'est pas seulement une note de bas de page dans le grand registre de l'armement français. Elle incarne la limite tragique du modèle privé face au monopole d'État. L'usine a prouvé qu'une entreprise indépendante pouvait concevoir une arme de service plus innovante et plus performante que celle issue des lourds arsenaux nationaux de son époque. Le PA-15, avec son système d'ouverture retardé et sa grande capacité, avait 10 ans d'avance sur la doctrine officielle. Mais l'histoire de Bayonne démontre qu'en France, la perfection mécanique d'une arme ne suffit pas à vaincre la lourdeur de la bureaucratie, les contraintes de budget et la force écrasante de la standardisation. La disparition de la MAB a marqué la fin d'une époque fondatrice. C'était l'époque où une manufacture privée pouvait prétendre équiper massivement les institutions publiques sans appartenir financièrement au giron du ministère de la Défense. Sur le site physique de Bayonne aujourd'hui, il faut chercher attentivement pour trouver les cicatrices de cet empire. Les anciens ateliers, où des centaines d'ajusteurs et de fraiseurs assemblaient des boîtiers de culasse et polissaient de métal, ont été avalés par l'urbanisation. L'espace a été remplacé par des infrastructures civiles et des quartiers résidentiels banalisés. Le fracas des presses hydrauliques, le cliquetis des armes en cours de vérification et l'odeur caractéristique de l'huile d'usinage ont totalement disparu des rives de l'Adour. La ville a tourné la page de sa mémoire armurière. L'arsenal n'est plus qu'une adresse fantôme. Mais l'ironie la plus poignante de cette chute industrielle réside dans la survie institutionnelle de l'objet lui-même. Bien que la manufacture ait été liquidée en 1982, le légendaire MAB Model D est refusé de disparaître immédiatement. Conçu avec une robustesse invraisemblable, il a continué à servir l'État français de façon résiduelle, bien après la fin de ses créateurs. Dans les années 1990 et même jusqu'au début des années 2000, au fond de certaines armureries lointaines de la police ou dans les dotations de réserve de l'administration pénitentiaire et des douanes, on trouvait encore des pistolets bayonnais en parfait état de fonctionnement. L'arme était si simple, si résistante à l'usure quotidienne, qu'elle a survécu à sa propre obsolescence doctrinale. Le produit avait fini par vaincre le temps, alors que l'usine avait perdu sa bataille contre l'époque. L'histoire de la manufacture d'armes de Bayonne rappelle une vérité brutale de l'industrie. Une nation souveraine n'est pas seulement définie par ce que ses grands arsenaux d'État sont capables de produire en temps de guerre, elle est aussi définie par les compétences privées qu'elle choisit de soutenir ou d'abandonner en temps de paix. En laissant la MAB s'effondrer sous le poids de la concurrence mondiale et de l'indifférence administrative, la France n'a pas seulement perdu des machines, elle a perdu un savoir-faire métallurgique inestimable, un bureau d'études audacieux et une indépendance de production qui ne se reconstitue jamais une fois les ouvriers dispersés. L'État a économisé un budget temporaire, mais il a sacrifié une capacité industrielle définitive. Aujourd'hui, le bruit des machines basques s'est tu pour toujours, mais derrière une vitrine silencieuse du musée de l'armée, sous une lumière froide, le marquage MAB Bayonne, profondément gravé sur l'acier d'une culasse, reste parfaitement lisible, comme si l'usine venait seulement de fermer ses portes. À très bientôt pour la prochaine histoire.